Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Bonjour Brice. Bonjour Adrien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je me présente en quelques mots, Brice Ducos, je suis ludothécaire puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais sinon je suis quelqu'un d'heureux dans la vie. Tu es quelqu'un ? Voilà, je suis quelqu'un d'heureux dans la vie. Non, mais ici, pour ce qui nous intéresse, c'est plutôt mon métier de ludothécaire avec ma formation d'animation socio-culturelle au départ, qui pour moi est un terrain de valeurs qui m'anime, notamment autour de l'éducation populaire. Je travaille pour le centre social de la ville de Bègles. Depuis 2010, j'ai commencé en 2010 au centre social. Je suis référent de la ludothèque depuis 2014. Au départ, c'était des missions d'animation famille, tout public, de façon très polyvalente. Et depuis 4 ans, on va dire, j'ai intégré l'équipe pédagogique de l'IUT Carrière Sociale en parallèle, pour les épauler sur la formation des ludothécaires, puis plus récemment sur la formation des animateurs socioculturels en première année notamment, puis finalement intervenir sur d'autres formations, sur tout un tas de questions, que ce soit méthodologie de projet d'animation, et ou souvent la question du jeu ou de la médiation par le jeu appliquée un peu au terrain. Je viens apporter mon expérience, mon regard professionnel tout simplement à ça. Très bien. On passe d'ailleurs le bonjour aux ludothécaires qui nous écoutent, puisque c'est Bien dans sûr. leur formation d'écouter ce podcast maintenant. Ah d'accord, ok. Non, pas du tout. Je peux. Je couperai, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours ? Comment t'es devenu ludothécaire ? Pourquoi ? Comment ? Alors c'est accidentel, complètement accidentel. Je peux même raconter une petite anecdote personnelle. Avec plaisir. Ma mère a été convoquée en 3e année de maternelle, entre la maternelle et le CP par mon instit, parce que mon instit était inquiète sur le fait que je n'avais pas envie d'être travaillé, mais de faire que jouer. Donc je passe le bonjour à cet instit qui avait été visionnaire, moi-même ne sachant pas exactement, déjà ne connaissant pas le métier de ludothécaire. C'est un métier relativement quand même niche, presque, assez récent en tout cas. Moi c'est ce que j'aime dire aux futurs ludothécaires, c'est qu'aujourd'hui on est encore pionnier, je crois, de ces projets, de ce métier, parce qu'ils n'existent pas encore de façon totalement démocratisée dans le paysage professionnel, et pour autant il tend quand même pas mal à se développer. Donc c'est en commençant à travailler au centre social de Bègles en 2010 que je rencontre un projet de ludothèque véritablement, tout en ayant vaguement entendu parler à l'époque, mais étant assez concerné par la question du jeu. Le classique, dans ma vie perso, gros joueur de tout type de jeu. Au départ, moi c'est les Lego, je suis vraiment fan de cette marque, et fan de ces briques, de gros joueurs de Lego. Mais jeux vidéo évidemment, jeux de règles évidemment, ou jeux de société. Voilà, je sais pas quel type de vocabulaire exactement utiliser, c'est le langage professionnel ou celui un peu plus démocratique. Alors c'est une bonne question, tu peux y aller. Thomas Marot, qu'on a déjà interviewé, était très technique sur certains points. Ok. C'est à destination d'un peu tout le monde. Oui. Mais je pense qu'il y aura des pros qui écouteront quand même. Donc et puis c'est intéressant de donner le vocabulaire aux autres. On parle de jeux de règles, alors voilà, je déconstruis le mot. Et donc du coup, en commençant à travailler au centre social, il y a un projet de ludothèque qui avait été mené ou amené par une personne qui avait bénéficié de la formation ici à l'IUT en DU, puis qui a été relayé par une deuxième personne qui avait fait également le DU ici. D'ailleurs, c'était pas encore le DU à l'époque. C'était cette année, c'est quelques années entre 97 je crois et 2000 où c'était une formation, mais c'était même pas un DU. Et donc du coup, en 2014, donc j'intègre le centre social. Je commence à prendre un petit peu ma part sur ce projet-là entre 2010 et 2014, notamment dans l'animation des jeux ados-adultes. Étant, j'en sais rien, plus jeune, plus appétant avec ces publics-là. Ma collègue, qui était la référente de la ludothèque à l'époque, quitte un petit peu le projet et finalement me le confie, ou en tout cas la structure me le confie, même si j'ai postulé pour reprendre ce projet-là au sein de la structure dans laquelle je travaillais déjà. C'était étonnant et à la fois c'était peut-être le jeu. Donc je commence finalement un petit peu à me confronter fortement avec le métier, avec les compétences,
déjà sans avoir ce bagage de formation et en faisant qu'avec mon socle animation sociale et socioculturelle dont je commence à comprendre les enjeux. Et là, je vais chercher assez rapidement auprès de la LF, notamment la LF Aquitaine, du soutien, parce que quand on reprend un projet comme ça, puis sans la formation, finalement, c'est quand même pas si instinctif que ça. Et c'est des postures qui sont par moments assez éloignées de ce que l'on peut comprendre de l'animation socioculturelle qui souvent sollicite une posture très proactive auprès des publics justement pour essayer d'amener des dynamiques très puissantes, là où vraiment les valeurs du jeu nous incitent à laisser le public s'approprier les objets, l'espace, le temps, le matériel, les interactions, parce que dans le jeu, on prône comme ça cette libre appropriation et c'est comme ça peut-être que se met en place les plus belles valeurs, les plus beaux moments que l'on peut avoir au travers du jeu. Et donc du coup, j'avais besoin vraiment je sentais que j'avais besoin de soutien pour bien comprendre ça. Et une des premières petites formations qui me fait un petit peu l'effet d'un coup de poing, justement, ce changement radical de posture, c'est de venir participer aux rencontres professionnelles de l'IUT ici, et d'assister à une conférence donnée par une intervenante qu'on connaît bien, Nadège Aberbuch, qui a des valeurs très affirmées, puis dans le milieu du coup qui est assez écouté, entendu, pris en exemple, qui a fait école, donc du coup qui défend vraiment ce jeu libre là, avec des mots extrêmement bien pesés, en tout cas qui me séduisent beaucoup, et auxquels j'adhère tout de suite, et puis qui vont vraiment dans le sens après de ce qui est globalement enseigné ici et transmis aux ludothécaires. Ça fait vraiment pareil, socle commun, valeur commune. Et donc là je me dis si j'ai la chance un jour, il faut que je puisse bénéficier de la formation. Et j'ai eu cette chance-là aussi, soutenue par ma structure, de bénéficier, alors quelques années plus tard, parce que 2014, je prends la responsabilité de la ludothèque. Pendant 3 ans, je fais ce que je peux en allant chercher toutes les informations possibles et puis en essayant de développer tout un réseau de collaboration avec les ludothèques voisines. Et en 2017, je rentre en formation, donc en licence. Et là, aller-retour entre théorie et terrain. Voilà, je commence à faire vraiment des gros changements de posture, d'aménagement, de politique d'acquisition. Je viens en fait poser ma pratique avec la théorie et je viens l'assumer et je suis capable de l'expliquer. 2019, puisque j'ai réussi aussi à négocier d'étaler la formation sur 2 ans pour éviter en fait trop d'absence dans le projet, puisque j'étais quand même en partie seul sur ce projet-là, la ludothèque à Bègles. 2019, je me sens vraiment là prêt à venir assumer un projet de ludothèque. Et puis quelques années plus tard, finalement, en 2020, 21 même, 2020-2021, je sais plus, période très confuse où j'ai du mal à resituer tous les événements, voilà. On me demande si c'est possible de venir expliquer un petit peu justement toute cette démarche, tous ces changements, toutes ces coopérations et collaborations que j'ai pu mettre en place, que ce soit avec mes collègues, et surtout peut-être ce qui a beaucoup intéressé, c'est ma perception aussi de la formation dans les autres métiers qui viennent solliciter le jeu. Parce que finalement, j'ai été obligé assez rapidement de m'entourer dans cette période de transition où j'essaye de m'approprier le jeu et je suis allé chercher finalement un peu comment on pouvait considérer le jeu quand on est assistante maternelle, quand on est instit, etc. Et quand on est ludothécaire, bien évidemment, quand on est EJE, éducateur RIS jeunes enfants. Donc du coup, je me suis nourri de tout ça. Et voilà, et je me suis lancé en parallèle en fait dans la théorisation de tout ça et dans la transmission aussi. J'ai essayé de vraiment synthétiser. Et donc, quand on est venu me chercher pour intervenir sur la formation des ludothécaires au départ, c'est du coup, est-ce que tu es capable de nous expliquer comment on coopère avec d'autres métiers qui n'ont pas justement le même bagage et quand finalement on n'est pas encore avec ce socle-là un peu solide de formation, qui est ici très solide. Voilà, souvent on reconnaît en fait les ludothécaires qu'il y a de formations peut-être un petit peu
attendu quand on cherche à recruter un ludothécaire, c'est FM2J à Lyon ou c'est ici le DU, la licence pro de Bordeaux. C'est des formations qui sont assez reconnues dans le domaine. Et donc du coup, avant d'avoir tout ça, on se rend compte que les autres métiers, ils n'ont pas tout à fait la même approche, pas tout à fait la même posture. Et donc c'était un petit peu de ça. C'est quoi l'identité professionnelle des ludothécaires et c'est quoi finalement la culture professionnelle aussi des autres métiers par rapport à la question du jeu. Et donc c'est sur ça qu'on est venu me chercher. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à réfléchir à cette relation interdisciplinaire en me servant à la fois de mon bagage d'animateur, de ma formation de ludothécaire et de tout ce que j'avais pu construire dans la relation avec tous les autres métiers. Voilà, c'est une synthèse de mon parcours. Finalement, non, très bien. J'ai un peu débordé. Merci beaucoup. Avant d'en venir à tes fonctions ici à l'IUT, est-ce que peut-être tu peux plus parler du métier de ludothécaire en lui-même ? Tu as parlé de posture, d'acquisition, d'aménagement. C'est quoi tes missions au quotidien ? Et puis peut-être plus aussi sur l'année et tout ça ? Alors, mes missions ou ma mission principale au quotidien, c'est donner à jouer. Alors ça, c'est vraiment un vocabulaire inhérent au métier, c'est-à-dire... pour être relativement simple, c'est mettre en place toutes les conditions pour que les gens se sentent totalement à l'aise d'explorer leur jeu ou ce qu'ils auraient envie de jouer comme ils l'entendent, le temps qu'ils le souhaitent, jusqu'à trouver peut-être leurs limites qui seraient, j'en sais rien, la fatigue, peut-être l'ennui, la redondance, la fin d'un cycle, je sais pas. Parce que si se donner à jouer est bien respecté, et là, je vais donner une phrase justement qu'on répète souvent dans les valeurs du jeu. On vient favoriser les potentialités du jeu, qui sont, j'en sais rien, la découverte ou le renforcement de compétences qui peuvent être sociales, c'est-à-dire dans la relation, qui peuvent être motrices ou psychomotrices, qui peuvent être des compétences logiques, enfin bon bref, tout ça. Et donc du coup, ma mission principale, c'est le donner à jouer pour que les gens, pour le plaisir et pour renforcer aussi potentiellement ses potentialités. De se connaître soi-même, de connaître les autres, de se rencontrer soi-même ou de rencontrer les autres, de découvrir des choses. Mes tâches au quotidien, c'est au départ m'assurer du bon fonctionnement d'un lieu de vie pour que chacun ait sa place et se sente suffisamment à l'aise. Donc c'est beaucoup l'accueil qui est important. Et presque avant ça, effectivement, je parlais de politique d'acquisition. C'est le choix des jeux et des jouets qui vont intégrer le stock, la collection. Ça dépend de quel monde on arrive. C'est le monde des bibliothèques ou si c'est celui de la ludothèque ou c'est de l'animation. Et puis ce que je vais aussi proposer par rapport à une période. En fait, la proposition, je parle vraiment de proposition parce que elle est qu'une suggestion et on laisse les joueurs éventuellement changer les objets qui seraient proposés par d'autres, si toutefois les objets qui sont proposés ne conviennent pas. Mais il y a quand même un soin pensé dans l'aménagement de l'espace, c'est-à-dire comment on va disposer le mobilier, comment les gens vont pouvoir circuler dans l'espace, se mettre à l'aise, s'asseoir ou pas, se mettre au sol ou pas, selon l'âge des joueurs ou leur capacité à jouer assis, debout ou couché, pour certains. Avoir accès aux objets ou pas, on va vraiment penser le fait, est-ce que justement ils sont hauts, ils sont bas, voilà, comment les objets sont vraiment disposés dans l'espace pour inviter les joueurs à se saisir des objets. Et potentiellement inviter des joueurs qui se sentiraient pas légitimes de jouer des fois, tout simplement de se mettre en jeu ou de jouer à un certain type d'objet. Et en fait, en faisant justement le jeu de l'aménagement, de la mise en scène, on s'aperçoit que l'invitation, j'en sais rien, d'enfants de 12-13 ans à continuer à des jeux type... Alors là, je vais mettre des guillemets, dinette, parce que c'est un mot qui parle beaucoup, mais nous, on va plutôt parler de jouer, j'en sais rien. Est-ce que c'est la cuisine d'une habitation ? Est-ce que c'est le restaurant ? Ça peut prendre un petit peu la même apparence, mais pour autant, c'est pas exactement le même jeu. On va pas tout à fait mettre les mêmes objets. Mais on se rend compte, voilà, que même des grands enfants, bien invités, peuvent se saisir très très rapidement de ce type de scénario, alors qu'on pourrait penser qu'ils sont trop grands.
ou voire même des adultes sur, j'en sais rien, je sais pas, un joli portant de costume avec des objets adaptés à leur taille pourrait tout à fait aussi se saisir d'un jeu qui a priori on pourrait penser qu'il est pour les enfants. Mais en fait non, jouer c'est jouer. Jouer, on peut avoir n'importe quel âge. Le jeu n'a pas d'âge, on pourrait avoir n'importe quel âge et voilà. Donc finalement, mes tâches, c'est un petit peu ça. C'est vraiment prendre le soin de l'accueil, de mettre les gens à l'aise, de faire fonctionner le lieu de vie pour que chacun se sente suffisamment à l'aise pour se saisir des objets qui l'invitent à jouer. Et donc, c'est pas que le jeu de règles pour les adultes et des hochets pour les petits. C'est vraiment quelque chose de penser un peu plus dans une continuité plus globale pour... que chacun se réconcilie aussi des fois avec son âme de joueur avec laquelle il a peut-être mis de la distance dans un monde dans lequel on nous incite à être sérieux. Je sais pas si je t'emmène sur les différences qu'il y aurait avec le métier de l'animation, si tu veux en parler. Sinon, moi j'étais parti sur quelles compétences tu penses qu'il faut pour être ludothécaire. Alors, quelles compétences pour être ludothécaire finalement, je sais pas, c'est plutôt... Au-delà des compétences, je crois qu'on a tous assez facilement l'instinct pour comprendre qu'est-ce qui ferait facilement jeu. Et on comprend assez vite que l'importance de la mise en scène, c'est quelque chose qui va faire jeu. Donc, il n'y a pas beaucoup de compétences, si ce n'est vraiment d'avoir la conscience. Et donc ça passe beaucoup par la formation, parce que c'est pas une conscience qui est assez instinctive, de observer ce qui se passe, pour décortiquer en fait les situations de jeu, et, j'en sais rien, agir en conséquence, c'est-à-dire éviter d'intervenir parce qu'on est attiré des fois par la situation de jeu, et on a envie de venir poser la question, ou de rentrer dans le jeu, j'en sais rien, d'un enfant. Et ça, on pourrait venir être contre-productif si un jeu qui est en place, des fois, il vaut mieux rester en retrait, plutôt dans l'observation, comprendre ce qui se passe, j'en sais rien, pour venir réalimenter avec un peu plus de matériel, parce qu'on voit que le jeu peut atteindre une certaine limite. Et c'est plutôt ça, en fait, c'est plutôt ces savoirs-là qui nous permettent de prendre mieux conscience de ce qu'il est vraiment en train de se passer. Et de comprendre que le jeu n'est pas une activité que l'on fait quand on n'a rien d'autre à faire, mais qu'il est une activité en soi. Donc du coup, comprendre qu'on a le droit de pas jouer aussi, et respecter ça. Et voilà, donc c'est plutôt... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui passent en formation, parce que je crois que la formation est plutôt une prise de conscience qu'un vrai espace de transmission de compétences. Et donc du coup, c'est plutôt finalement être ludothécaire, un savoir-être par rapport au jeu, pour respecter le jeu, que du savoir-faire, parce que finalement, faire jouer, c'est relativement plutôt instinctif. C'est facile à comprendre, mais il faut quand même quelques clés pour mieux le comprendre. Voilà, je sais pas si... Mais c'est hyper clair, non ? C'est un peu ma vision des choses. Après, c'est seulement ma vision et elle m'appartient. Voilà, je sais pas si c'est une vision partagée. J'avoue que j'avais jamais réfléchi c'est quoi les compétences. Après, je dirais c'est déjà des compétences sociales. Hein. C'est être quand même avoir cette empathie-là pour observer, pour écouter, pour aller vers l'autre ou pas... pour essayer de le comprendre aussi un petit peu d'une certaine façon, même si alors, on range pas les gens dans des cases et que chacun est différent, mais justement rentrer en compréhension de l'autre ou rentrer en empathie. Voilà. Ouais, j'allais partir sur l'empathie aussi, ouais, un peu. Plus comprendre qu'est-ce qu'il est en train de penser à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Ressentir, pour pouvoir après l'aiguiller, le conseiller, venir enrichir son jeu, rajouter des objets, en enlever, comprendre quelles pourraient être les difficultés. Voilà, pareil, dans les savoirs, c'est beaucoup la psychologie du développement, voilà, de l'enfant, où moi j'aime à croire que l'individu, quel que soit son âge, peut continuer à découvrir des choses en fait, et découvrir des choses aussi sur lui-même. Et je trouve que le jeu nous met tellement dans des situations qu'on retrouve nulle part dans la vraie vie, que du coup on peut continuer à se découvrir en tant qu'adulte. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là.
Est-ce que tu perçois des changements dans le métier de ludothécaire depuis ces dernières années ou ça reste un peu stable ? Je trouve que c'est déjà un métier relativement jeune. Je pense qu'il a probablement évolué entre 1968, la première ludothèque, et aujourd'hui. Cependant, je crois qu'on est tellement au début du métier encore qu'il n'a pas fini de changer, justement. Peut-être qu'il évolue très vite. Est-ce que je constate des changements ? Je sais pas, est-ce que c'est les jeux qui changent, peut-être, ou certains rapports à certains jeux. Mais je crois que c'est des phénomènes un peu cycliques qu'on a tout le temps retrouvés, par exemple, dans les années 80, quand il y avait vraiment une défiance à l'égard du jeu de rôle, par exemple, où on trouvait ça presque un rituel satanique. Merci Mireille Dumas. Là où, il y a quelques années, les jeux vidéo souffraient de ça, j'attends de voir, en fait, quel jeu on va regarder de travers dans les années à venir. Je crois qu'on est encore un petit peu sur la défiance à l'égard du jeu vidéo, mais en fait finalement qui s'est généralisé aux écrans, au téléphone, voilà. Je pense qu'on se trompe toujours un petit peu de discours quand il s'agit de jouer. Peut-être ce qui change, c'est les réseaux sociaux. Et donc du coup, l'influence, justement, qui crée des hypes hyper fulgurantes sur certains jeux, certains objets, ou qui viennent un petit peu contre-indiquer le métier de ludothécaire en disant mais non, mais c'est ce jeu-là qui est bien. Là où nous, on va dire mais en fait, choisissez le jeu que vous voulez. Ayez un esprit critique, en fait, tout simplement. Je crois que c'est, encore une fois, ce monde de l'influence. Alors, ça fait un peu réac par rapport aux réseaux sociaux, justement. Ah, c'est des rituels sataniques, ces influenceurs sur les réseaux sociaux. Non, il y a des bonnes choses, je pense, mais effectivement, je trouve que ça vient un petit peu enfermer les gens et couper un petit peu le libre arbitre, là où je crois dans notre métier que c'est très relié au monde de l'éducation populaire, qui est l'émancipation des gens et leur donner les moyens d'être critiques et de critiquer le monde, le positif comme le négatif, et donc du coup d'être en capacité de faire pleinement leur choix. Et donc du coup quand on est influencé aller plutôt vers tel jeu, et que ça efface une diversité formidable de jeux. Et je crois que dans le jeu de règles, en plus, on voit un petit peu ça avec justement des gros éditeurs qui viennent prendre beaucoup de choses, et puis à la fois, il y a des petits éditeurs indépendants aussi, avec des pépites, et il faut chercher. Bon bah voilà, je crois que c'est peut-être ça, la posture du ludothécaire, d'aller pas se laisser aussi embarquer par ces grosses machines d'influence qui sont très tentantes, et de continuer à essayer de trouver ce qui fait l'édition indépendante, là où peut-être il y a quelques années il n'y avait pas autant de jeux, notamment je pense aux jeux de règles, aux jeux vidéo qui sortaient, et donc du coup peut-être c'est ça, l'évolution du métier, c'est qu'on va retrouver de plus en plus de spécialistes. Par exemple, même si dans ma vie privée je joue beaucoup aux jeux vidéo, je ne suis pas ludothécaire spécialisé en jeux vidéo, et je compte énormément sur mon collègue qui a une veille plus affûtée, parce qu'aujourd'hui c'est difficile de faire la veille, et peut-être qu'on retrouvera les mêmes choses d'ailleurs que dans le métier de bibliothécaire, qui crée ces pôles un petit peu d'expertise sur, j'en sais rien, le roman graphique, la littérature plus scientifique, ou les romans policiers, je sais pas, comme ça on va retrouver un petit peu ces secteurs-là, parce que c'est plus facile en fait des fois d'avoir un secteur et d'en être un petit peu spécialiste pour pouvoir l'animer et avoir cette diversité en laissant la chance à tout le monde. Voilà, c'est peut-être ce travail entre la conservation, essayer de démêler les fils pour avoir cette représentation, et ça c'est si on se sent sur l'objet. Et puis après, il y a aussi ce travail-là tourné vers le public, où on va essayer d'entendre un petit peu des besoins qui peut-être, mais alors ça je suis pas exactement sûr, se diversifient. Mais ça, en fait, quand aujourd'hui on regarde une cour d'école et qu'on voit que ça joue encore à trap-trap et à cache-cache, je sais pas si les choses évoluent, si les joueurs évoluent énormément. Peut-être qu'il y a des nouveaux jeux qui apparaissent, mais peut-être que c'est juste des jeux avec des noms, les mêmes jeux, mais avec des noms différents. Ok, merci. Avant de passer à ton rôle ici à l'IUT, est-ce que peut-être tu as une animation, une action, une mise en place de quelque chose, de jeu ou une
activité avec des gens qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière de ludothécaire, dont tu es fier ou dont tu as du regret ou je ne sais pas? Bon, regret, l'avantage de travailler en tant que ludothécaire ou animateur de façon plus générale, c'est que le sujet principal est la question du loisir, de donner accès au loisir. Donc du coup, on traite jamais de l'urgence. C'est vraiment ça l'avantage, c'est-à-dire qu'on ne sauve pas des vies. On ne construit pas des fusées. C'est pas ton SST? Non, on est vraiment assez préservé sur ça, donc c'est difficile d'avoir des regrets. Au pire, on floppe, on passe à côté un peu de quelque chose, mais on réessaye, on recommence le lendemain. Non, alors je vais la retourner à façon positive. Est-ce qu'il y a une activité, une action que tu as menée particulièrement marquante dans ta carrière de ludothécaire ou fier, c'est peut-être un mot un peu... Si. Non, fier, je pense qu'on peut être fier, du travail qu'on fait. Et ce que j'ai bien aimé à une époque où j'avais un peu plus de temps dans mon travail pour justement le faire au mieux, ça a été de, je dirais pas créer, mais de construire sur la base d'inspiration de ce qui existait et qui était en train d'émerger dans le monde du jeu. Donc de construire un petit scénario d'escape game initiatique, donc en 2015, et donc d'avoir été dans les premières ludothèques à essayer d'adapter ce jeu-là en format un peu léger, mobile, initiatique, pour pouvoir le proposer sur des événements. Donc du coup, je me suis inspiré des escape games que j'avais déjà moi vécu en tant que joueur, pour essayer de me dire comment ça on pourrait l'adapter. Et parce qu'un escape game, c'est quand même pas très accessible, c'est très cher, et puis il faut oser se dire allez, on va s'enfermer dans une pièce pendant 1 heure. Donc du coup, j'ai un peu déconstruit ce type de jeu-là pour essayer de proposer un scénario original très accessible aux familles et qui en seraient les plus éloignées. Donc c'est vraiment là, dans la démocratisation de l'expérience de jeu, je me suis dit, d'une part, ce qui m'intéressait, c'était la coopération. Alors c'est devenu un peu à la mode, mais c'était difficile de mettre des adultes en situation de coopération dans un espace d'immersion à huis clos. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Donc du coup, oui. Et aujourd'hui, ce scénario, pour éviter qu'ils dorment, j'ai proposé à mes collègues ludothécaires de l'emprunter pour qu'ils le mettent en place. Et ce scénario existe encore, et encore emprunté, tourne encore. Donc je dirais qu'il a aujourd'hui, depuis 2015, je sais pas, dépassé les 200 ou 300 parties, je sais pas, multiplié par 3 ou 4 joueurs, donc il a déjà vu énormément de personnes, et il est encore là, il existe encore, toujours, avec ses valises, sa tente, son coffre-fort, qui est toujours là, le matériel, c'est le matériel original. Je me suis toujours dit qu'un jour, j'améliorerais ce scénario. Non, il est toujours en l'état, dans son jus, on va dire. Donc ça c'est vraiment une expérience qui m'a rendu assez fier d'avoir diffusé et voilà, incité les collègues à faire de même, à se dire ouais, c'est vraiment faisable et c'est quelque chose qui fonctionne bien, quoi. Et puis aujourd'hui, maintenant, Escape Game, c'est quelque chose qui est connu. C'est vrai que quand on met sur la programmation d'un événement Escape Game, c'est une animation qui fait le plein et qui est plutôt très facile à amener et qui est très efficace en termes d'impact et de souvenirs. Les gens se disent, même depuis 2014, ah, c'est l'Escape Game avec la tente. Oui, je l'ai déjà fait alors. Voilà. Évidemment, j'ai pas démultiplié les scénarios. Même si on en a 3 aujourd'hui au centre social qui ont cette mobilité, etc. Et j'incite d'ailleurs tous les collègues qui écoutent ce podcast à pas hésiter à prendre contact avec moi. Je leur prêterai volontiers un des scénarios sans problème. On vous ensemble et vous l'embarquez pour vos événements. Mais voilà, on n'a pas 10 000 scénarios non plus, donc oui, effectivement, à Bègue, les gens, le scénario avec la tente le connaissent bien. Okay. Et si je peux me permettre une parenthèse, à Saint-Médard aussi, on te l'avait emprunté, du coup, il y a quelques années. Donc peut-être qu'il y a aussi des gens de Saint-Médard qui, oui, l'Escape Game avec la tente, on l'a déjà fait, mais est-ce que vous avez fait celui avec les boîtes ? Ah, pour la prochaine fois. Voilà. Si je me trompe pas, tu es maître de conférence associé à l'IUT Bordeaux-Montaigne, qui forme les ludothécaires à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous présenter cette formation ? Oui, alors la formation de ludothécaire, il faut savoir que aujourd'hui,
J'espère que ce ne sera pas le cas dans les années à venir, que c'est une formation qui tend à se développer. Mais aujourd'hui, c'est le seul parcours universitaire qui amène directement à ce métier-là, parce qu'une fois qu'on a cette formation, que ce soit le diplôme universitaire ou la licence professionnelle médiation par le jeu, dans le milieu des ludothécaires, c'est une formation qui est plutôt recherchée quand on cherche à s'intégrer à ce milieu-là, et qui est assez facilement repérée. En fait, elle donne accès justement à toute cette théorie et ce vocabulaire et ces valeurs qui font socle commun dans le milieu des ludothécaires. Voilà, c'est vraiment un peu la base. Et aussi avec, on va retrouver quand même un certain nombre d'intervenants aussi sur la formation proposée par FM2J à Lyon. Mais finalement, c'est les deux seules formations qui amènent directement vers le métier. Après, devenir ludothécaire, c'est pas forcément avoir cette formation, parce qu'on peut accidentellement, comme je l'ai fait finalement, commencer à exercer les missions d'un ludothécaire ou d'une ludothécaire comme ça, un peu par hasard ou par un déroulement de carrière. Mais j'invite vraiment les gens à venir se nourrir ici, non pas parce que aujourd'hui je fais partie de l'équipe pédagogique, mais ça je l'imagerais plutôt par mon vécu. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ça a été une vraie prise de conscience sur ce qu'est le jeu et l'importance du jeu. C'est une formation qui se fait en formation continue, après soit en apprentissage, soit après pour une reprise d'études ou une expérience déjà sur le terrain professionnel, pas nécessairement de ludothécaire, mais finalement une rupture du parcours d'études. Donc c'est une formation en termes de public et de stagiaires, c'est des petites promotions de 15-20 personnes qui arrivent d'horizons extrêmement divers, entre ceux qui sont déjà issus du monde de l'animation ou des bibliothèques, voire qui sont déjà en poste de ludothécaire, comme moi j'ai pu le faire, et ceux qui au contraire ont été assez éloignés de ce métier-là, et alors pas qui en font la découverte, parce que c'est quand même un investissement de rentrer dans cette formation pendant 1 an sur une reconversion, donc il faut savoir un petit peu où on met les pieds, mais malgré tout qui n'ont pas eu cette expérience de professionnels dans des carrières d'animation sociale et socioculturelle ou dans l'enseignement ou quoi, donc qui sont plutôt éloignés du jeu. Donc ça crée des rencontres et des dynamiques de formation assez uniques chaque année. Voilà, c'est vraiment une année assez dense à la fois, en termes d'apprentissage, en termes de travail, et à la fois très enrichissante, Là, je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé, mais on termine une année, et généralement chaque groupe se sépare, parce que ça arrive de partout en France, avec beaucoup d'amitié entre les gens du groupe. Et donc généralement la dernière journée, elle est très forte, très chargée en émotions. Et les DU, donc diplôme universitaire, et la promotion de licence professionnelle sont mélangés aussi. Donc pareil, il y a aussi des fois peut-être cette différence de culture aussi, même dans le travail qui se mélange. Ça vient un peu tirer tout le monde vers le haut. C'est très intéressant, très enrichissant. Et on va y retrouver en termes de contenu de la psycho, de la socio, tout ce qui fait un petit peu les carrières sociales. Avec ces interventions par des enseignants-chercheurs, et puis comme moi des enseignements ou des expériences ou du soutien par le terrain. Et donc du coup on a beaucoup d'intervenants qui sont issus du terrain et qui vont venir soutenir cette formation-là dans le partage d'expériences pour travailler, des projets, pour venir illustrer des compétences ou des transmissions ou des savoirs théoriques par cette expérience-là de terrain. Et alors voilà, donc effectivement, je suis enseignant associé, maître de conférence associé, c'est vraiment le terme exact, merci de le rappeler, même si c'est un peu pompeux, je trouve. Mais non, c'est pas bon. Mais moi, ça me donne cette possibilité-là en tant que venant du terrain de participer aussi à de la recherche et de créer une connexion entre la recherche, la théorie et le terrain. Et ça, c'est très intéressant en fait de passer par ce parcours universitaire-là, parce qu'on prend vraiment du recul, on fait un pas de côté, on va venir rencontrer d'autres disciplines académiques
Donc on va venir les mélanger, la psycho, la socio, l'anthropologie, l'ethnologie, la géographie. Et on va mélanger tout ça pour essayer de constituer justement notre approche du terrain, et ça c'est vraiment très nourrissant. Si je suis aujourd'hui étudiant ou en reconversion professionnelle, ou peut-être déjà un peu en poste en ludothécaire, qu'est-ce que je peux espérer de cette formation ? Qu'est-ce que je peux espérer en sortant de cette formation ? Et peut-être quel profil il fallait que j'ai pour rentrer dans cette formation, si ça fait sens ? Alors, le profil, c'est être sûr de son parcours, parce que c'est un gros investissement. Donc c'est être assez sûr de soi pour rentrer en formation. Donc je dirais avoir quand même une connaissance de ce qu'est l'environnement des ludothèques et des ludothécaires, ou ce que j'ai envie de faire de la médiation par le jeu. Et j'ai envie de dire, c'est être sûr de son projet, parce que la formation c'est un gros investissement, elle est quand même très dense, que ce soit en termes de transmission et de ce qu'on va y acquérir, y trouver, du temps qu'on va y consacrer, que ce soit pendant les temps de regroupement, mais que ce soit aussi en dehors, parce qu'il y a beaucoup de travail aussi, et les rendus étant vraiment ce qui va faire que les savoirs vont être aussi transformés en cette caisse à outils un peu plus pratique pour venir l'adapter à son terrain ou ce qu'on va en faire. Donc ce qu'on peut en attendre, c'est justement beaucoup d'être malaxé, quoi. C'est vraiment genre on est un peu pétri avec tous ces savoirs, et à la fois on nous incite au cours de la formation à vraiment transformer cette matière, tous ces matériaux théoriques en outils pratiques d'analyse du terrain, qui vont nous permettre d'être le professionnel que l'on a envie d'être en se nourrissant de toutes ces valeurs-là. Voilà ce qu'on peut en attendre, et donc du coup oui, il faut être un petit peu préparé à ça, et ça nécessite peut-être d'avoir fait connaissance avec des ludothèques, des ludothécaires, des espaces de médiation par le jeu, donc des ludomédiathèques aujourd'hui aussi, peut-être des tiers-lieux. Ce qu'on ne peut pas en attendre, c'est vraiment d'aller être centré sur un objet en particulier aussi. Souvent, il y en a qui attendent beaucoup autour du jeu de règles, justement. Là, il faut savoir qu'on va parler de médiation par le jeu, de jouets, beaucoup. On va parler de public, énormément. On va parler d'univers institutionnel des ludothèques, de partenaires. On va parler de collaboration, coopération. Enfin bref, faut être un peu prêt aussi à ça, quoi, à rentrer dans l'univers des carrières sociales, de l'animation sociale et socioculturelle, et après, dans un second temps, de la médiation par le jeu, de la relation à l'autre, de l'empathie. Donc voilà, faut être plutôt dans cette posture-là, ou d'appréhender cette formation de cet angle-là, que du point de vue vraiment centré sur le jeu de règles, et ou la partie un peu plus mercantile. Voilà, on est vraiment, dans l'empowerment, dans donner à jouer, donner la capacité à être acteur de son loisir, de son plaisir, et éventuellement de ses apprentissages aussi dans un second temps. Alors Brice, je vais pas te retenir plus longtemps parce qu'on est un peu pressé. Juste une dernière question, tu joues à quoi en ce moment ? Alors en ce moment je joue à quoi ? J'ai découvert extrêmement récemment The Gang. Moi je suis très jeu coopératif. The Gang c'est un poker coopératif. Je suis tombé amoureux il y a quelques années du jeu The Crew. Voilà, c'est ce que je partage moi avec mes amis. Et j'aime cette coopération où on ne peut pas agir à la place de l'autre. Chacun doit prendre sa part pour arriver à gagner le jeu. On doit se faire confiance, beaucoup s'entendre, mais du coup, ce qui implique que on s'engueule un peu, la tension monte, mais ce jeu-là, il a cet effet-là un peu magique de si on arrive à dépasser ses points de vue et à essayer de bien coopérer, justement, bien entendre tous les points de vue, d'être dans une empathie totale, une dynamique de groupe la plus coopérative possible et se faire confiance, on arrive à gagner. Donc ça, c'est pour la partie jeu de règles. Après, sinon, je suis sur Outer Wilds, sur le jeu vidéo. Voilà, et puis après, je continue à jouer au Lego, m'acheter régulièrement des Lego. Ouais, je suis très joueur. C'est bon. Merci beaucoup, Brice. Avec grand plaisir. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.